Bonjour à tous, bienvenue sur Mobility TV. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important puisqu'il s'agit de la batterie européenne. Quand je parle de batterie, évidemment, c'est la batterie qui équipe ou qui équipera nos automobiles puisque chacun le sait, pour l'instant, le marché est infinitésimal, mais on nous promet une inversion de la courbe. Non pas du chômage comme certains l'ont prédit, mais en tout cas de la courbe des énergies pour les voitures. Avec moi autour de cette table, Hervé Gros, directeur général du SIA, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bertrand Largy, également du SIA, justement plus particulièrement posé sur ces énergies électriques, hein, c'est bien cela. Et Patrick Pellata, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, vous êtes l'homme qui a mis en place, qui a lancé le programme de la voiture électrique chez Renault, et ça remonte à il y a quelques années. Vous avez votre entreprise de consulting, et en plus de tout ça, vous avez été mandaté par le président de la République pour améliorer l'attractivité de la France en matière à la fois d'automobile et de nouvelles mobilités. Hervé Gros, peut-être d'abord comme on appelle dans le jargon journalistique, un spectral, c'est-à-dire où on en est du marché de la batterie européenne, évidemment la batterie automobile, comment ça se positionne, quels sont les enjeux, quels sont les pronostics pour l'avenir. Bonjour Pierre. Pour commencer, on s'était dit qu'il était important de remettre un peu le contexte globalement sur la massification de l'industrie automobile, de massification électrique. Donc moi je vais donner deux chiffres et puis après il faut vraiment se reporter sur Patrick Pellata et Bertrand Largy. Le premier chiffre c'est que globalement le marché électrique, on va dire globalement toute forme d'électrification, c'est à peu près 2% aujourd'hui. Et puis les chiffres à 2030-2035, on va passer, que ce soit en Chine, en France, en Europe, on va passer après entre 30 et 40% du marché des ventes de véhicules neufs seront toute forme d'électrification. Ouais, c'est important, c'est pas le parc automobile, hein, c'est les ventes de véhicules neufs à partir de cette date. Voilà. Donc vous voyez l'importance que ça peut avoir et donc les conséquences que ça a sur évidemment la batterie, la filière et ce qu'on appelle traditionnellement potentiellement un Airbus européen de la batterie. Et Patrick, on pourrait peut-être dire ce qu'est les raisons de cette massification massive. Oui, alors le véhicule électrique est en tout début d'accélération, en fait. C'est déjà bien parti en Chine, c'est bien parti aussi dans certains États américains, en particulier en Californie. L'année dernière, ils ont fait plus que doubler les ventes de voitures électriques et c'est à peu près 8% du marché maintenant. Donc c'est plus infinitésimal. En Californie, pas aux États-Unis. En Californie. Ouais. Aux États-Unis, c'est un petit peu moins c'est autour de 2%, quoi, ouais. comme en Europe. En Chine, c'est à plus de 4%. En Norvège, ils sont à 48%. Grâce aux politiques publiques, ça. Oui, mais les gens achètent. Donc c'est quand même... Et ils s'habituent, ils rechargent. Quand une Tesla coûte le prix d'un Scénic, on peut acheter une voiture électrique. Oui, oui, ils achètent autre chose que des Tesla. Hein. Oui, ils achètent aussi des Leaf de Nissan et des Zoé de Renault. Et si je prends la Chine c'est important. Hein. Ils étaient à 4,4%, donc ils sont déjà à une cadence. Ils avaient promis, ils avaient mis dans le plan 5 millions de voitures pour 2020 dans le parc là, et ils vont y être. Et donc eux, ils sont à une cadence de hausse. C'est à peu près la hausse, la croissance mondiale à peu près entre 60 et 80% depuis maintenant 4-5 ans. Et donc l'Europe est un peu plus lente. Alors ce qui se passe et ce qui est en train d'arriver sur l'Europe, c'est que la Commission européenne, le Parlement, etc., s'était mis d'accord il y a quelques années sur une cible en émissions CO2 par voiture et par kilomètre de 95 grammes. On était à peu près en train d'y aller, et puis il y a eu le scandale du diesel, donc on a remplacé les diesels par des essences, et puis les gens aiment bien les SUV, ça consomme quand même plus, et puis la norme, il y avait des petites tricheries, tout ça, ça a été, après le scandale Volkswagen, ça a été arrêté, et le résultat, c'est que les émissions CO2 stagnent depuis 3 ans, elles ont même légèrement augmenté, tout à fait. Et là maintenant, ce qui reste à faire pour atteindre la cible impose
c'est pas compliqué, impose 10% au moins de véhicules électriques en Europe, et ce qui veut dire probablement plus en Europe de l'Ouest. Mais des voitures électriques à 100% ou des voitures électrifiées comme par exemple il y a des modèles où il y a juste un petit moteur électrique à 22% Alors pour accélérer un peu l'impulsion de la voiture au démarrage. Voilà, c'est électrique ou hybride rechargeable, donc avec des batteries. C'est ça qui est important pour le sujet d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est en train d'arriver maintenant, et les constructeurs qui ne le feraient pas seraient très mal vus. Ils seraient très mal vus, il faut qu'ils sortent le portefeuille. Oui. Et c'est 95 grammes par voiture et par gramme de retard. Si vous avez 10 grammes de retard, il y en a qui sont à 25 grammes de retard aujourd'hui en perspective. Donc si vous avez 20 grammes de retard, vous vendez 1 million de voitures, il faut sortir 1 milliard 900 millions en 2020, puis il faut recommencer en 2021, etc. Ça, c'est un sujet connexe, mais il y a des marques qui vont disparaître. Ça, on en est pratiquement sûr. Il y en a qui vont peiner. Fiat, par exemple, Fiat Chrysler a décidé d'acheter des crédits CO2 à Tesla. Ouais. C'est de l'argent qu'ils ne vont pas mettre dans le développement de leur voiture électrique. Donc il va falloir qu'ils trouvent un partenaire. Ça s'appelle du bidouillage quand même. Il faut un partenaire au bout d'un moment. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'en Europe, l'accélération, elle arrive. C'est-à-dire que 2019, 2020, 2021, ça va vraiment pousser très fort sur le véhicule électrique. Et ensuite, comme ça, on l'a dit tout à l'heure, ça va aller en 2030, il faut qu'il y en ait 30 à 40%. Là encore, pour arriver à tenir les objectifs de réduction CO2 de l'Europe. Bertrand Largy, c'est des perspectives tenables, ça ? Les volumes sont tenables, d'autant plus que enfin, ça suppose des investissements énormes, bien sûr. Considérable. On change complètement les technologies sont là. Elles ont énormément progressé depuis une dizaine d'années. Elles vont encore progresser, même si elles ne vont pas amener le véhicule électrique à apporter exactement le même service que le véhicule thermique. Elles vont quand même encore progresser. Il y a la technologie lithium-ion qui commence à arriver à une très bonne maturité maintenant. Entre 2020 et 2025, elle va commencer à atteindre le maximum de sa maturité. Et puis, il y a une rupture qui est attendue, qui est évoquée un petit peu partout, qu'on appelle les batteries à électrolyte solide. C'est toujours des batteries lithium, mais à la place d'avoir un électrolyte qui est liquide, c'est une paroi solide qui est soit en céramique, soit en polymère, et qui permettra d'avoir une batterie à la fois un peu plus dense en énergie, beaucoup plus sûr, donc qui permettra d'avoir une meilleure tolérance au crash et donc de gagner de l'argent autour de la batterie, parce qu'aujourd'hui on la protège énormément. Ça permettra vraisemblablement d'améliorer son coût aussi. Mais ça veut dire, est-ce que dans le futur, pour rester sur le sujet que vous abordez, est-ce qu'on doit s'attendre à un Big Bang de la batterie électrique, de la même façon qu'un jour on a inventé un système. Aujourd'hui, le smartphone qu'on a tous, enfin on se souvient tous de notre premier Nokia 8210, est-ce que un jour en 2040, je ne sais pas, il y aura une batterie qui va nous permettre de faire 1500 km en voiture. Le Big Bang technologique. Voilà. Le Big Bang, il ne sera pas technologique. La batterie va s'améliorer, il n'y aura pas de rupture. La loi de Moore qui s'applique aux composants électroniques, on dit tous les 18 mois on double les performances, ça ne sera pas le cas. Ça, vous en êtes certain Aujourd'hui, vous savez, la batterie lithium-ion qui a émergé dans l'automobile début des années 2010-2012, elle était dans les labos depuis 1980. Donc, pourquoi on ne le faisait pas parce qu'il fallait la faire mûrir, il y a du travail, quoi. Donc aujourd'hui, ce qu'on aura... dans les années 90, moi je me souviens d'avoir essayé une Peugeot 106 électrique, bon d'accord, ça faisait 80 km, mais ça marchait. Mais c'était pas des batteries lithium-ion, c'était des batteries nickel-cadmium. C'était d'accord. Même plomb. Même au plomb. Ouais. Mais aujourd'hui, donc, ce qu'il y a aujourd'hui dans les labos, enfin ce qu'il y aura en 2030, on a une bonne idée dans les labos. Aujourd'hui, on ne peut pas les mettre en production parce qu'il y a encore du travail. Donc la moyenne, ce serait autour de 50 kWh, on va dire la moyenne à peu près, médian. Ensuite, on peut faire des voitures qui ont des plus grosses autonomies, mais ensuite on a un problème économique et on a un problème de taille de voiture. Il faut la faire rentrer, la batterie est lourde. Pour utiliser la voiture sur des très longues autonomies, 2 ou 3 ou 5 fois par an, c'est peut-être un petit peu dommage. Donc c'est vrai que les capacités moyennes
moyenne risque de se situer entre 40, 50, 60 kWh, peut-être 70 kWh. Avec donc une autonomie de 400 km. Donc, voilà. Oui, donc on en est à l'autonomie qu'on a réussi encore à atteindre déjà aujourd'hui. Oui, c'est un peu moins aujourd'hui, mais si vous achetez une Tesla très chère, il reste un petit delta. Ce sera accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va démocratiser la batterie qui existe sur la Tesla. Et ce qui aura, bien évidemment, qui aurait eu un impact s'il n'y avait que des Tesla ou des e-tron sur les 40% dont on parlait tout à l'heure de vente de véhicules neufs électriques, ça aurait un impact énorme sur les besoins capacitaires en ce qui concerne les véhicules, les batteries. Sur les batteries, Bertrand ou Patrick, on les chiffre globalement sur les besoins en batterie justement par rapport à ces 40% de véhicules neufs. Si on dit 10% en Europe en 2021, ça veut dire 1 500 000, 1 600 000 voitures. Si on met 40 ou 50 kWh par batterie, ça veut dire 75 gigawatts de capacité batterie. Il faut savoir que la Megafactory la Gigafactory de Tesla, c'est 35 à terme 35 gigawattheures, donc ça veut dire déjà simplement 2021 il faudrait 2 Gigafactory et un peu plus pour remplir l'Europe. Si maintenant vous mettez si on se projette à 2030 avec mettons 40% et puis des tailles de batterie qui montent un petit peu, alors là vous arrivez à 250 gigawattheures simplement pour l'Europe. Et ça veut dire, là, on en est à 6, 7, 8 gigafactories. C'est les usines qui sont en train de s'installer aujourd'hui en Europe. Des usines qui viennent d'Asie. Sous pavillon asiatique. C'est-à-dire, il y a les Coréens, les Chinois, qui d'autres ? Les Japonais. Les Japonais. En Europe aujourd'hui, c'est des Asiatiques. Alors il y a un projet quand même qui est nouveau, qui est suédois, Northvolt. Et puis il y a maintenant des projets qui sont en train d'être discutés entre France et Allemagne, ce qu'on appelle l'Airbus de la batterie. Oui, mais pourquoi faire ? Pour faire des batteries pour l'automobile à horizon 2023-2024. Qui ne serait plus sous pavillon asiatique, qui viendrait sous pavillon européen, c'est-à-dire avec des entreprises comme Saft, comme BASF, comme Umicore le Belge. Mais est-ce que politiquement, ou économiquement bien sûr, mais est-ce que politiquement c'est grave de ne pas avoir d'usines sous pavillon européen à l'heure actuelle? Tout à l'heure, vous disiez ça va tout changer dans les usines. Dans les usines de montage, ça ne change pas grand-chose en fait. Ça va changer dans les usines dans le sens où on ne va plus assembler des moteurs classiques. Donc, fatalement... ça va changer dans les usines de moteurs. Et les usines de boîte de vitesse, en gros, il n'y en a plus. Avec un moteur électrique où il reste quelques pignons au grand maximum. Voilà. Il y a 2-3 producteurs de boîte de vitesse. Donc là, eux, ça ne va pas bien. Les usines de moteurs, ça va beaucoup changer. Et donc, la valeur ajoutée après qu'il y a dans la batterie, c'est à peu près aujourd'hui, on entend des chiffres énormes, mais c'est plutôt de 25 à 30% de la valeur de la voiture qui est dans la batterie. Oui. Mais sur cette valeur qui est dans la batterie, vous en avez 18% qui sont dans les mines, donc ça ce sera en Nouvelle-Calédonie par exemple pour le nickel, ou en Indonésie, en Argentine pour le lithium, etc. Ensuite vous avez 28% qui est l'assemblage de la batterie, ça va se faire dans les usines de montage, donc ça peut remplacer entre guillemets une partie de la main d'œuvre qui était sur les moteurs. Et après il reste, et ça c'est très important, c'est ça qu'il faut localiser en France, à peu 54%, donc à peu près la moitié du prix de la batterie, ça c'est la fabrication des poudres, des électrodes et des cellules. Et ça, on est en capacité de le faire. C'est le processus le plus difficile, le plus coûteux, qui nécessite le plus d'investissement. Et c'est ça qui est discuté en ce moment. Donc ça fait à peu près 54%, on va dire, de 25 à 30%, donc on est à 16-17% de la valeur ajoutée de la voiture. C'est ça qu'il faut localiser en France, si possible, mais en Europe, à coup sûr. Vous qui avez bien saisi ce sujet, qui a été missionné par le président Macron justement pour l'attractivité de l'automobile en France, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont de nouveaux investissements qui vont nécessiter des forces vives, et dans ce cas-là, ça va être créateur d'emplois, ou est-ce que ça va être justement une sorte de
transfert de tous ces emplois dans les usines françaises, chez Peugeot, chez Renault, chez DS, chez Citroën, qui n'auront plus à produire soit des moteurs, soit des boîtes de vitesse, soit des parois, soit je ne sais quoi, pour aller justement investir ces nouveaux métiers. Oui, c'est ce qu'il va falloir faire, mais c'est pas forcément dans les mêmes entreprises, parce que c'est pas des constructeurs automobiles qui vont faire des anodes et des cathodes, c'est de la chimie, et c'est un processus complexe de fabrication de films, ça Bertrand peut en parler plus en détail, et ça c'est des gens comme Saft, et des chimistes comme BASF, comme Solvay. Donc des grands groupes français, Total, etc. Voilà, qui peuvent le faire. Et ça va prendre un certain temps. Alors, la disparition quand même de la voiture thermique, ça va pas se faire du jour au lendemain. Non, quand on vous dit 30 à 40%, c'est-à-dire qu'il reste quand même 60-70% moteur thermique, quoi. Donc c'est un transfert. La voiture aura quand même une identité, parce que sinon un moteur électrique, ça reste un moteur électrique. C'est le même sur une voiture A comme sur une voiture B. Non, ça c'est pas vrai. Non, j'en ai essayé plusieurs. Bon. Ah bah essayez entre une Tesla, une Zoé. D'abord même déjà entre une Zoé et la voiture thermique, vous allez voir, il y a pas mal de différences. Ah non, mais vous inquiétez pas, je les ai toutes essayées. Voilà, d'ailleurs, je tire un coup de chapeau aux Coréens, parce que vous avez quand même les Kia Niro et Hyundai Kona, qui sont les voitures plug-in, qui ont pratiquement la capacité d'une Tesla en comptant la moitié du prix. Bon, justement sur le détail de toutes ces batteries, il y a justement, je parlais des Coréens. Alors eux, ils misent par exemple, c'est pas que, il y a les Japonais aussi, sur l'hydrogène, c'est-à-dire une batterie mais alimentée par de l'hydrogène. Ça, c'est quoi ? C'est une niche, c'est peanuts, alors, ça va disparaître Déjà, l'hydrogène, la pile à combustible, c'est pas une batterie, c'est un générateur. C'est-à-dire qu'on rentre un carburant. Non, mais on rentre quelque chose. Vous avez raison de le dire, mais vous comprendrez quand même que une batterie, ça accumule de l'énergie qu'on lui a envoyée. On lui envoie de l'énergie électrique et la restitue. C'est un réservoir. Une pile à combustible, c'est quelque chose qui fabrique de l'électricité à partir d'hydrogène et de l'oxygène de l'air. Donc c'est un générateur. Après, c'est pas parce qu'on a de l'hydrogène, enfin on a une pile à combustible sur une voiture, qu'on n'a pas de batterie. Il faut une batterie. Oui. Parce que une pile à combustible, ça ne sait pas faire des allers-retours d'énergie, déjà produire de la puissance très très rapidement comme sait le faire une batterie, et ça ne sait pas récupérer de l'énergie. Donc il faut toujours un tampon de stockage qui sera une batterie, qui sera forcément plus petite le jour où il y a de l'hydrogène. Mais l'hydrogène aujourd'hui, même si techniquement ça marche, aujourd'hui l'hydrogène, il y a encore le business model reste encore à montrer. C'est plus que le business model, c'est-à-dire qu'aujourd'hui 96% je crois de l'hydrogène fabriqué en France, il est carboné. Et quand vous mettez de l'hydrogène carboné dans une voiture, il vaut mieux mettre de l'essence ou du diesel. Là vous abordez le problème de l'énergie verte, mais d'un autre côté, là vous avez cité quand même des chiffres pharaoniques en matière de voitures électrifiées en 2030. Pardonnez-moi, je vais vous poser la question qui est la question marronnier, c'est où est-ce qu'on va trouver toute l'électricité qui va permettre à toutes ces voitures de circuler ? Donc ça je peux répondre facilement. C'est une question qu'on a évidemment posée à RTE, etc. Entre parenthèses, c'est une question qu'on avait déjà discutée quand on a lancé évidemment chez Renault le programme de la. Donc là, ça remonte aux années 90. Ça remonte à 2008-2009. Il y a 10 ans. J'imagine que vous avez pensé à cette voiture déjà dans les années 90. Et donc, si vous voulez, la capacité, tant qu'on n'a pas 10 millions de voitures, 12 millions de voitures électriques en France, la capacité qu'on a aujourd'hui, l'écart qu'on a entre le jour et la nuit simplement en termes de suffit à recharger des voitures. Ce qui va être par contre important, c'est que petit à petit, les voitures puissent se charger à la demande du réseau. C'est-à-dire que si tout le monde arrive et puis à 20h, tout le monde se recharge, ça ne marche pas. Et il faut donc à un moment, quand il y a suffisamment de densité, le réseau puisse dire à vous de vous charger, puis une heure après, à vous de vous charger, etc. Il faudra obéir. C'est la voiture. Ah, pardon, c'est pas encore à moi. C'est la voiture qui obéit. Maintenant, les gens qui ont des Zoé aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? S'ils ont un tarif EDF nuit et jour, ils rechargent dans la nuit. Et donc, il y a déjà assez naturellement, sans qu'il y ait ce que je viens de décrire, une répartition un peu de la recharge. Donc, c'est pas un problème. Avant très longtemps. Je vais même un petit peu plus loin que Patrick. Non seulement c'est pas un problème, mais ça risque même d'être une opportunité pour les fournisseurs d'énergie et les distributeurs. C'est-à-dire que cet immense parc de véhicules électriques, c'est aussi un immense parc de stockage
d'électricité qui peut restituer, si on lui demande, et si on fait un petit peu d'électronique dans les voitures, qui peut restituer à la demande de l'énergie au moment où le réseau en a besoin. Ouais. Aux heures de pointe, on peut très bien imaginer lisser les pointes en allant un petit peu taper dans les batteries des voitures. Et c'est quelque chose qui se discute en ce moment. Au-delà de la batterie pour automobile, est-ce que, je regarde mon smartphone comme le vôtre, est-ce que au-delà, en créant peut-être des entités européennes de fabrication de batteries, on va pouvoir également s'intéresser à d'autres marchés, ou est-ce que c'est prématuré ? Sur les batteries, de toute façon, le gros marché qui arrive, c'est le marché de l'automobile. Ouais. C'est-à-dire, quand vous regardez en capacité... Ça va être le trend pour les autres. Ça va changer beaucoup de choses pour tout le monde en termes de volume sur les anodes, les cathodes, etc. C'est extrêmement important le marché de l'automobile, en termes de quantité de cellules à produire, c'est fondamental. Et donc ça va aussi faire bouger le marché des composants amont, le nickel, le lithium, le cobalt, le manganèse, qui sont les composants primaires des batteries. Justement, et ça sera ma dernière question sur tous ces composants-là, qu'un certain Guillaume Pitron a dénoncé dans un livre il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on fait aussi en matière de... là où il faut border la pollution de la fabrication de toutes ces piles et de toutes ces batteries ? Alors déjà, à propos de la fameuse pollution des batteries, il faudrait déjà commencer par dissiper un malentendu qui existe déjà depuis plusieurs années, on en parlait tout à l'heure. Il n'y a pas de terres rares dans une batterie. On entend ça tout le temps. Il n'y a pas de terres rares dans une batterie. Il y en a dans certains moteurs électriques, pas chez Renault, mais il y en a dans certains moteurs électriques. Mais des terres rares, c'est des éléments qui sont Donc on dissocie les batteries des téléphones et les batteries des voitures. Non, mais dans une batterie de téléphone, il n'y a pas de terres rares. Il y a des terres rares dans un téléphone. Il n'y a pas de terres rares. Mais pas dans la batterie. Pas dans la batterie. Dans le téléphone. En revanche, il y a des métaux, effectivement, il y a certains métaux qui sont... Des métaux rares. Non. Des métaux qui sont plus ou moins concentrés dans certaines parties de la planète. Oui. Ouais, sur ce point-là, d'abord, du lithium, il y en a. Le problème du lithium, c'est qu'il faut 2 ans pour mettre en œuvre un programme de lithium, et que donc, si la demande de voitures monte très vite et qu'on ne s'est pas préparé en lithium, il y a pénurie. C'est quelque part, c'est ce qui vient d'arriver, donc ça peut arriver, mais ce n'est pas un problème de long terme. Ensuite, il faut du nickel, du manganèse et du cobalt. Manganèse, il y en a, nickel, il y en a, mais par contre, l'exploitation, alors là, il faut 4-5 ans pour faire une exploitation en marche. Mais il y en a en France, en Nouvelle-Calédonie, c'est le 4e producteur mondial de nickel. Donc il y en a. Tout ça, c'est bordé. C'est-à-dire que c'est. Non, c'est pas bordé. On commence à avoir quand même des suspicions sur la dangerosité de ces métaux. Non, il y a pas. C'est pas une question de dangerosité. C'est une mine. Donc dans une mine, on extrait un volume et ensuite on. Au-delà évidemment de la dangerosité de la mine. Je parle pas de ça. Voilà, vous m'avez compris. Donc ça c'est pas un problème. Ensuite il y a le cobalt. Le cobalt, le problème, c'est un problème social, c'est-à-dire que le cobalt, il y en a très peu dans très peu d'endroits. Il y en a, entre parenthèses, quand même dans les mines de nickel, avec le nickel, mais ça ne suffit pas, donc il faut en rajouter, et là, ça vient de pays où l'exploitation est socialement pas acceptable. Et donc, tout le monde travaille sur la réduction du cobalt. Il y en avait dans une proportion assez importante, ça, Bertrand doit pouvoir le dire beaucoup mieux que moi. C'est en train de se réduire. On est en train de se réduire, oui, on est en train de réduire. Si on prend une cathode d'il y a 4-5 ans, il y avait grosso modo, c'était une cathode NMC, donc un tiers de nickel, un tiers de manganèse, un tiers de cobalt. Aujourd'hui, on parle, ce qu'il y a dans une Zoé, par exemple, c'est 6-2-2, c'est-à-dire 60% de nickel, 20% de manganèse, 20% de cobalt. On a déjà réduit. Et le monde entier travaille pour réduire ça encore à du 8-1, c'est-à-dire plus que 10% de cobalt. Et puis en plus de ça, même, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi pour essayer de supprimer totalement le cobalt des futures batteries. Alors ça, peut-être qu'à l'occasion des batteries électrolytes solides, on y arrivera, mais bon, aujourd'hui, en revanche, dans votre téléphone, il y a beaucoup de cobalt, parce que c'est purement
Alors, la batterie est toute petite, mais la proportion de cobalt est beaucoup plus importante que la proportion de cobalt qu'il y a dans une... Le dernier élément quand même sur la pollution, donc on a essayé à peu près répondre à votre question là-dessus. Le recyclage aussi, c'est quelque chose qui est pas urgent parce que les batteries durent beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait prévu au départ. C'est-à-dire qu'elles vont faire 2 voire 3 voitures, être réutilisables ensuite après dans des maisons, donc ça va prendre 10-15 ans. Mais tout le monde travaille sur le recyclage. Et le dernier élément, c'est les émissions CO2, parce qu'on entend, il y a beaucoup de... Maintenant même, on entend que les mails d'une entreprise représentent tant de CO2. Oui, voilà. C'est vrai. C'est rien à côté de la blockchain, entre parenthèses. Voilà. Mais bon, on va pas... Mais donc, une batterie, c'est à peu près... une batterie de Zoé, c'est de l'ordre de 4 tonnes de CO2. Donc ça, c'est effectivement un handicap. Mais pendant sa durée de vie, une durée de vie de 150 000 km, en France, elle va gagner de l'ordre de 12 tonnes à peu près. Donc elle paye largement. Et la batterie, elle n'est pas morte à ce moment-là. Elle peut même passer dans une deuxième voiture. Donc elle va continuer à économiser du CO2. Donc du point de vue du réchauffement planétaire, c'est une excellente chose, la voiture électrique et la batterie telle qu'elle est aujourd'hui. Bon, on termine sur une bonne nouvelle. Je pense qu'on a fait le tour de cette batterie européenne sur ce sujet bien vaste. Merci d'avoir répondu à nos questionnements. Malheureusement, je pense que vous allez devoir revenir pour d'autres, parce qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. Merci beaucoup Patrick Pelletta, Bertrand Largy et Hervé Gros de nous avoir suivis sur Mobility TV.